Donc, Gino Mangiat de la société Cargill donc, est un expert en produits chimiques, en produits et technologies sur les hydrocolloïdes. C'est un chimiste. Il a suivi après un doctorat sur l'INSA de Lyon. Chez Cargill, depuis 2013, il a eu différents postes en recherche toujours sur les texturants. Et puis 2022, il est expert R&D, produits et technologies sur les hydrocolloïdes. Donc, on ne fait pas de la science, sinon autrement je vais me faire reprendre par monsieur qui vient juste fait sa présentation, excusez-moi. Par contre, entre la technique qui permet de faire de l'innovation et puis du rêve, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'innovation dans l'industrie alimentaire. À vous, monsieur Manchette. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Merci tout d'abord à la Fondation de la Maison de la Chimie pour l'organisation de ce colloque. Oui, donc je m'appelle Gino Mangiat, je suis de la société Cargill. Je travaille en recherche et développement. La société Cargill est un acteur majeur de l'agroalimentaire et parmi nos différentes activités, nous avons celle de produire des texturants. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une application, enfin des texturants dans un contexte un petit peu particulier, qui est la nutrition spécifique des seniors. Alors, voyons si ça fonctionne. Super. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que vous savez. C'est pas une grande surprise, hein. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Ici, j'ai pris l'exemple de la France, puisque c'est quand même un petit peu plus parlant. Donc là, bon, je pense que les tendances sont assez claires, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que en fait, la catégorie des seniors est divisée selon l'OMS en trois. Les jeunes seniors, les seniors et les grands seniors. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que en fait, surtout sur la catégorie des grands seniors, donc les personnes âgées de plus de 90 ans, on voit que là, sur 20 ans, leur nombre a été multiplié par 3. Et on parlait justement du dernier colloque chimie et alimentation d'il y a 15 ans. Eh bien, en fait, il y a 15 ans, entre-temps, quasiment la population de grands seniors a été multipliée par 2. Donc, plus de seniors et plus de grands seniors, ça veut aussi dire que, en fait, ce sont des populations et qui font face à des maladies, à des troubles qui sont bien spécifiques et qui deviennent de plus en plus importants. Le cas particulier de la dysphagie, donc la dysphagie, c'est un trouble de la déglutition. Alors vous avez ici un schéma d'une déglutition dite normale. Donc c'est un réflexe. Vous ne réfléchissez pas à faire ces différentes étapes. Vous avez ici donc la nourriture qui est dans la bouche. Vous êtes capable de respirer. Et puis, lorsque vous avalez, en fait, la langue ferme la cavité buccale. Vous avez les aliments qui passent ici grâce au sphincter œsophagien. Et une fois que l'aliment est passé, vous avez la capacité de re-respirer. Heureusement, vous allez me dire. Donc ça, c'est en fait quelque chose de... C'est un réflexe, comme je disais, donc vous ne pensez pas à faire ça. Et la dysphagie, c'est en fait quand quelque chose se passe mal dans en fait, ces différentes étapes. D'après l'Organisation mondiale de la gastro-entérologie, il y a 1 personne sur 17 durant le cours de sa vie qui va souffrir de problèmes de dysphagie. Donc la dysphagie, c'est un trouble qui est récurrent, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous été dans la situation de faire une fausse route, de quasiment s'étouffer, de tousser, voilà. La dysphagie, c'est quand ça devient vraiment le quotidien, en fait. Et donc on peut avoir différentes, donc là vous voyez les différentes étapes, mais donc différentes raisons peuvent expliquer en fait des problèmes de dysphagie, donc des pertes de tonus musculaire, des pertes aussi de sensibilité et ce réflexe de déglutition qui peut être justement décalé dans le temps. Donc, quelles sont les conséquences des dysphagies? Et donc là, on rentre dans des choses qui sont assez graves, puisque déjà, le risque le plus important et le plus grave, c'est forcément un risque d'aspiration ou de fausse route, avec des infections pulmonaires, un étouffement et potentiellement un décès. Donc, des conséquences assez graves. Un autre point aussi, c'est le stress psychologique et social. On parlait justement de la nutrition, de l'aspect social. Lorsqu'en fait chaque bouchée
est une épreuve. On ne vit pas tout à fait un repas de la même manière. Et donc, on a des patients qui sont confrontés à de fortes appréhensions, des fois à des refus de s'alimenter, et les repas deviennent très longs et très fatigants. Forcément, si on mange peu, on va avoir des problèmes de malnutrition, de dénutrition, et on va aussi avoir des problèmes de déshydratation. Sur la malnutrition et la dénutrition, on va avoir des pertes de poids, pertes musculaires, aussi un affaiblissement du système immunitaire et une fragilisation globale de l'organisme. Donc, la dysphagie, ça induit des risques élevés pour la santé, une augmentation de la prise de traitements médicamenteux, parce qu'il faut pallier, en fait, à ça, et du coup, une prise en charge qui est plus compliquée et souvent plus coûteuse aussi pour les patients. Alors, comment traiter la dysphagie? Déjà, la dysphagie, souvent, c'est la conséquence de... on peut avoir différentes causes à la dysphagie, dont des maladies neurologiques, des cancers, etc. Donc, traiter la source permet d'atténuer ou de traiter totalement la dysphagie. Ça, c'est la première chose. On a aussi de la rééducation des massages pour améliorer la coordination des muscles, etc. Je passe. Le point qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la sélection des aliments adaptés. Donc déjà, de choisir des aliments qui sont, on va dire, enrichis pour optimiser en fait l'apport nutritionnel. Et le deuxième point, c'est d'adapter la texture des aliments et boissons, de manière à éviter les fausses routes. Donc, comment en fait on favorise le réflexe de déglutition? Donc, vous avez différents points ont été balayés dans la littérature. Tout d'abord, en fait, la température. Il semblerait que en fait les sensations de chaud ou les sensations de froid auraient tendance à accélérer en fait le réflexe de déglutition. Le goût, et en particulier la perception épicée et piquante, apparemment favoriserait le réflexe de déglutition. Alors sur ce point, je précise qu'il faut faire attention. On parlait juste avant aussi de l'impact, de la perception du goût aussi qui peut évoluer. Donc c'est quand même quelque chose qui est à nuancer. Et donc 2 points. La texture des aliments et la lubrification. La texture, en fait, les aliments qui sont trop fluides, donc typiquement les solutions, les liquides, peuvent poser des problèmes de fausse route. Et en même temps, les aliments qui sont trop durs, eux, peuvent poser des problèmes, puisque déjà des problèmes de mastication. Et puis, en fait, lorsque là, vous avez un étouffement, vous pouvez avoir un complet blocage des voies respiratoires. Un autre point qui est intéressant, c'est la lubrification. Comme vous l'avez vu, en fait, l'aliment, au bout d'un moment, c'est comme de la plomberie, hein, il doit suivre les tuyaux. Et je pense qu'on a tous été dans le cas de manger un aliment qui est particulièrement sec. On a des difficultés pour avaler. Et donc, la lubrification des aliments est aussi quelque chose qui est important lorsqu'on est face à ces troubles de dysphagie. Donc, comment on peut aussi modifier justement ces aspects de texture et de lubrification, donc en utilisant un texturant. Donc je reprécise la définition d'un texturant. Un texturant, c'est un additif alimentaire qui permet de modifier les propriétés physiques d'un aliment sans en modifier significativement la saveur. Donc les texturants sont utilisés depuis des dizaines, des centaines et certains parfois depuis des milliers d'années. Ils peuvent être extraits de graines, de fruits, d'algues ou bien obtenus par fermentation de champignons ou de bactéries. Et donc on peut, comme ça, lorsqu'ils sont introduits dans un aliment, on peut jouer sur la texture et aller, on va dire, de solutions visqueuses, comme vous voyez ici sur l'image, jusqu'à, on va dire, des gels. Donc après, il y a tout un tas de... Je ne vais pas trop aller dans les détails. Et vous avez ici, en fait, je vous ai donné quelques exemples. Donc le xanthane dans les sauces, le carrageenan dans les produits laitiers et la pectine qui est utilisée ici dans des bonbons ou dans des confitures. Donc là, c'est des applications alimentaires, on va dire classiques. Donc les texturants peuvent être utilisés pour modifier la texture des aliments et des liquides. La grande question, c'est quel est l'objectif et quelle est la texture qui est nécessaire dans ces cas particuliers de dysphagie. Et en 2013, il y a eu un projet lancé pour déterminer une standardisation internationale de la texture adaptée justement aux troubles de la dysphagie. Et donc en fait,
il y a cette classification qui est apparue. Ici, vous avez les aliments solides en haut d'une pyramide à l'envers, et vous avez ici les boissons. Vous avez un continuum en fait de 8 niveaux avec différentes descriptions. Vous voyez aussi qu'il y a à un moment en fait une superposition entre des boissons qui deviennent de plus en plus épaissies, de plus en plus visqueuses, et des aliments qu'on peut en fait broyer et hacher de telle manière à ce qu'au bout d'un moment, ces aliments commencent à couler. Et donc, vous avez ici, entre une purée lisse et une solution très, très épaisse, vous avez des choses avec des textures qui sont proches. Donc ça permet en fait d'avoir un standard à partir duquel on peut après se positionner et utiliser les bons texturants aux bonnes quantités. Donc la grande question, c'est en fait pourquoi on utilise autant de texturants différents? Pourquoi finalement on ne peut pas utiliser juste un seul texturant? Et puis voilà, ça simplifierait la vie à tout le monde. Et en fait, la réponse, c'est en fait pour les mêmes raisons qu'on n'utilise pas juste un seul texturant pour les applications alimentaires. Alors, la première raison, c'est tout d'abord les milieux qui peuvent être différents. Si vous voulez texturer, changer la texture de quelque chose qui est chaud, d'une solution chaude. Alors ici, j'ai mis que des boissons, mais imaginez que c'est aussi vrai pour des aliments solides. Texturer une solution chaude, et ben en fait, certains texturants vont être efficaces à chaud, mais peut-être pas forcément à froid. Si ici, j'ai pris l'exemple d'un jus d'orange, donc avec un pH plutôt acide, certains texturants ne sont pas forcément adaptés pour texturer des milieux acides. Ici, j'ai pris l'exemple du lait, mais c'est pareil pour le café, c'est pareil aussi pour les boissons enrichies avec des nutriments. Et bien en fait, là, il y a certaines incompatibilités, donc certains texturants ne sont pas compatibles avec certains autres ingrédients qui sont contenus dans le milieu. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, quel milieu on a besoin de texturer? Et le deuxième point, c'est en fait la préparation. On parlait de technologie juste avant avec Hervétis. Dans ce cas particulier, on peut se retrouver en fait dans une situation où c'est plutôt le personnel médical qui va être amené à texturer une boisson ou un aliment. Et donc, ça peut être à l'hôpital, à l'EHPAD ou à domicile. Et donc, dans ce cas-là, en fait, l'accès technologique, on n'a pas tous des tunnels ultrasons. Ça reste basiquement la cuillère, la fourchette et le fouet. Et donc dans ce cas-là, en fait, il faut un texturant qui soit capable d'être facilement dispersable, soluble et stable. C'est-à-dire qu'en fait, je vous avais parlé juste avant de repas qui pouvaient être très très longs. On ne veut pas que, par exemple, on prépare une solution au début du repas et en fait, à la fin du repas, la texture évolue avec le temps. Donc on veut aussi quelque chose qui soit stable dans le temps. Ça, c'est une première manière en fait de préparer, mais on a aussi la possibilité de préparer en amont, industriellement. Et donc, dans ce cas-là, en fait, forcément, on a des équipements différents, typiquement les équipements d'agitation qui peuvent être plus puissants, des possibilités de chauffer aussi de manière beaucoup plus efficace. Et donc, dans ce cas-là, on peut utiliser différents texturants. Donc, maintenant, je vais vous donner en fait trois exemples de Nestlé, donc, parce que je voulais aller dans des choses concrètes. Ce sont des produits qui existent réellement. Vous avez ici, en fait, le premier exemple, c'est une poudre instantanée. Donc, vous l'avez ici sous forme de, en fait, un pot avec une mesurette, ou ici, en fait, en sachet individuel. Et en fait, vous voyez là les mêmes niveaux que j'avais décrits précédemment sur les standards. Et donc pour texturer 200 ml d'eau, de jus, de thé ou de café, vous mettez ici une dosette, une mesurette ou deux, ou des dosettes, et vous obtenez la texture souhaitée. Dans ce cas-là, le texturant qui est utilisé est du xanthane. L'avantage, c'est qu'en fait, cette poudre qui va être ajoutée à la boisson, en fait, n'a pas de goût, n'a pas de couleur et n'a pas d'odeur supplémentaire. Et l'utilisation est quand même relativement simple. Il faut agiter, remuer en fait, doucement pendant 30 secondes. Vous avez donc, je ne sais pas comment on revient. Oui, c'est ça. Donc là, un des points particuliers, c'est, comme on disait, en fait, quelque chose qui va être facilement, rapidement, en fait, soluble. Ici, un autre exemple. Là, vous avez directement une préparation qui est texturée, en fait.
avec un distributeur. C'est à peu près le même système, mais au lieu d'utiliser une poudre que vous allez rajouter en solution, ça va être directement une solution sur laquelle en fait, vous allez utiliser le doseur. Et voilà, une fois vous avez une solution épaissie, etc. etc. Donc là, encore une fois, pas de goût, pas d'odeur, etc. Une utilisation quand même relativement simple et l'utilisation justement d'un doseur. Là, d'un point de vue technologique, la difficulté est que la solution qui est à l'intérieur de cette bouteille, elle est extrêmement visqueuse. Et en fait, la difficulté, c'est de pouvoir pomper ici cette solution. Donc ça, c'est une difficulté en fait technologique. Le dernier exemple que j'aimerais donner, là, on se rapproche réellement sur des aliments en fait qu'on connaît. Donc là, c'est un flan. Donc c'est un dessert avec la consistance d'un flan, donc hyper énergétique et enrichi en protéines. Encore une fois, ici, on est quelque part sur un super aliment qui a été enrichi, puisqu'on est face à des populations qui justement souffrent de malnutrition. Et donc là, on est sur des texturants type Carrageenan et amidon modifié. Donc, j'ai mis mon téléphone pour mesurer, pour me dire le temps où j'en étais. Je ne sais pas du coup, puisque je ne l'ai pas lancé. Donc, mais ok, bon, je gagnerai peut-être un peu de temps par rapport aux autres. Je vais directement passer aux conclusions. En fait, c'est les 3 points que j'aimerais que vous reteniez. Et en fait, en particulier, le dernier, je pense, a déjà été évoqué plusieurs fois. Donc tout d'abord, les texturants, donc, ce qui serait bien, c'est de retenir la définition et de comprendre que les texturants, ce sont des produits qui modifient les propriétés physiques des aliments. Et on parle de solutions visqueuses, de gel, etc. Le contrôle de la texture des aliments, ça facilite la prise en charge des personnes souffrant de dysphagie. Ça, c'est l'objectif de ma présentation. Et le dernier point, et je pense que c'est, il me semble que c'est Hervé Tis qui en avait parlé, la bonne maîtrise de la chimie et de la physico-chimie des aliments permet le développement d'aliments adaptés aux besoins. C'est vraiment, en fait, grâce à la compréhension, ici, on n'est pas en train de faire de la synthèse de chimie, mais c'est vraiment comprendre comment un aliment s'organise, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelles sont les interactions entre les différents produits. Et c'est cette compréhension qui fait qu'on arrive à développer des aliments qui sont adaptés, et dans ce cas-là, adaptés à la dysphagie. Et voilà. Merci bien, oui, on peut bien l'applaudir.